Bonjour messieurs, vous représentez des associations d'officiers. Pouvez-vous dire en quelques mots qui sont-elles? Oui, bonjour, je suis le général Chauvencé, je suis président de l'Association nationale des officiers de carrière en retraite, qui regroupe aussi, bien sûr, les officiers retraités, mais de toutes les armées, quelles que soient leurs origines et quel que soit leur parcours professionnel dans l'armée. Cela concerne aussi leurs familles, veufs, veuves, orphelins. Voilà, nous sommes une association qui est ancienne, nous avons été créés en 1911. Et puis, nous avons environ 5000 membres aujourd'hui, effectivement, et nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire national sous la forme de groupements. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Durieux, je suis médecin en chef de réserve du service de santé des armées et président de l'UNOR, l'Union nationale des officiers et des organisations de réservistes. C'est une association qui a été créée en 1921-22, juste après la guerre de 14-18, avec des officiers de complément qui étaient des avocats, des médecins, des instituteurs qui ont été appelés pour faire la guerre et qui, quand ils sont revenus dans leur pénate, ont pu se structurer pour faire reconnaître ces officiers qui étaient au combat à côté de leurs camarades d'active. C'est une association qui a à la fois un pendant territorial avec plus de 200 associations, mais aussi un pendant national avec des associations d'armées qui travaillent au quotidien avec les armées et au contact de la nation, ce qui regroupe environ 22 000 adhérents. Active, réserve, qu'est-ce qui vous rassemble aujourd'hui? Alors véritablement, le combat est le même puisque nous vivons dans un même pays et nous avons deux fonctions complémentaires en temps de crise. C'est cette notion du soldat-citoyen, citoyen-soldat. Les militaires d'active sont le bras armé de décisions démocratiques et républicaines. Les réservistes que nous sommes sont à disposition des armées pour aider en cas de crise nos armées à défendre nos valeurs républicaines, nos valeurs démocratiques et ainsi remplir, voire jusqu'au stade ultime, la protection de notre contrat social. Puisque d'un côté, nous avons effectivement ces officiers de réserve, dont un certain nombre sont d'ailleurs d'origine d'active, hein, ils ont rejoint la réserve après avoir été d'active, et puis ces officiers de carrière en retraite qui constituent encore une force vive au sein de la nation dans les engagements que nous avons au sein des associations, mais aussi d'ailleurs dans la vie d'entreprise, puisque aujourd'hui, les officiers de carrière ne sont pas des retraités en tant que tels, ce sont des personnes qui ont eu un engagement dans l'armée et qui continuent à avoir des engagements dans la société. Et le fait que nous parlions ensemble aujourd'hui, réservistes et je dirais de carrière, montre quand même le poids que nous représentons au sein de la société française, puisque nous symbolisons l'un et l'autre l'engagement. Et à l'occasion du 14 juillet, il était important pour nous de l'évoquer. Que voulez-vous dire? On a le sentiment qu'aujourd'hui, la société civile, un peu moins peut-être aujourd'hui justement, mais que la société civile a ignoré l'engagement militaire et notamment des réservistes. Alors, l'officier de carrière, à la limite, c'était normal, c'était un métier entre guillemets, même si nous pourrions dire qu'être officier de carrière, c'est aussi une vocation et qui passerait avant le métier. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les conflits que nous voyons certes loin, mais pas si loin que ça, comme l'Ukraine, que l'engagement de l'ensemble d'une nation est nécessaire et que finalement le réserviste a été un petit peu mis de côté dans notre société. Donc je dirais que la vraie réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est cette communauté d'engagement, qu'on soit de réserve ou d'active, qui a été ignorée d'ailleurs aussi bien par l'armée d'active à certains moments, même si ça a changé, mais aussi surtout et gravement par la société civile. C'est le poids que le réserviste a dans notre société, d'ailleurs pas uniquement officier. S'il n'y avait pas de réserviste dans un conflit majeur, eh ben, nos armées ne seraient pas capables de fonctionner. Alors je vous rejoins en général, nous avons donc eu les dividendes de la paix et les armées n'ont plus été dotées à la hauteur des besoins de base que nous avions oubliés par cette paix que nous avons pensée éternelle. Les réservistes étaient peu appelés, peu motivés, et il est vrai que ce lien entre les armées et la population s'est progressivement distendu, avec une perte de connaissance de l'armée et une véritable perte aussi d'expertise du fait militaire. Alors maintenant, avec cette menace que nous avons, puisque manifestement on se rend compte que des gens détestent nos valeurs, détestent notre mode de vie, peuvent attenter au territoire européen avec ces valeurs, nous avons peur ensemble.
Et cette peur nous fait rappeler ces peurs ancestrales peut-être de notre siècle, qui fait que nous nous rendons compte que l'union nationale est la meilleure des dissuasions et que le fait que nous soyons tous ensemble autour de nos armées peut être en soi une arme de la guerre avant la guerre pour protéger et dissuader certains concurrents, compétiteurs de vouloir nous agresser. Le réserviste est donc là pour suppléer actuellement les armées. Manifestement, nous nous rendons compte que si l'on veut garder notre modèle, nos valeurs et notre structuration, nous devons nous mobiliser, aider nos armées pour cette défense de ces valeurs et de cet intérêt général autour de la République. Les officiers devraient donc être mieux connus et reconnus. Les réservistes en général, qu'ils soient officiers ou sous-officiers ou tous dans leur capacité à aider à défendre notre intérêt et notre valeur commune, doivent être reconnus simplement parce que leur engagement est honorable, leur engagement est méritoire et leur engagement devient indispensable. Ils défendent nos familles, ils défendent nos valeurs, ils défendent notre pays, ils sont à côté des armées. L'avenir montre que nous serons obligés de faire appel à eux et nous sommes en train de rattraper le retard aux côtés de nos camarades d'active qui font le mieux et nous en sommes relativement fiers et nous sommes honorés de pouvoir les aider. Et il faut arrêter peut-être d'avoir peur de dire qu'on est officier, qu'on soit de réserve ou d'active. Car il faut bien constater que depuis des années, l'officier était plutôt invisible. Même le port de la tenue posait problème. Mais ça, c'est un peu notre histoire. Et puis, à force de parler je dirais des dividendes de la paix, de se dire qu'un militaire, finalement, n'est pas très intéressant, alors un officier, n'en parlons pas. Aujourd'hui, il y a surtout ce retour face à la réalité géopolitique. Et ce que nous disons, nous, à la nôtre, par exemple, c'est que nous avons un slogan. Hein. Le slogan, c'est simple. Votre engagement ne s'arrête pas avec la fin de votre service actif. Et on le voit partout. Partout, il y a des officiers qui ont quitté le service actif, qui continuent à être engagés dans la société civile, que ce soit dans les associations, mais comme je disais tout à l'heure, peut-être dans les entreprises, et éventuellement dans la vie politique, puisque nous avons un certain nombre d'officiers aujourd'hui qui ont fait le choix de la vie politique, que ce soit la députation, et le plus souvent d'ailleurs au sein des conseils municipaux des communes. Donc je crois qu'il ne faut pas l'oublier, mais cette invisibilité doit aujourd'hui disparaître peu à peu. Alors, elle disparaîtra dès lors que nous sommes exemplaires. Nous n'oublions jamais, c'est que l'officier, quand même, qu'il soit de réserve ou d'active, a un caractère, un principe essentiel qui est celui de l'exemplarité au sein de notre société. Or, notre société a besoin de personnes exemplaires. Et c'est d'ailleurs pourquoi peut-être que les sondages aiment bien les armées, année après année, parce que justement, les armées, quel que soit d'ailleurs le grade, montrent qu'elles sont exemplaires. Tout n'est pas parfait, mais nous sommes exemplaires. Et l'exemplarité aujourd'hui est un critère, à mon avis, important pour une société démocratique. En quoi est-ce alors nécessaire? C'est nécessaire parce qu'il faut que notre société, d'abord, assure sa cohésion. Or, l'armée, et je me dis l'armée avec un grand A, qu'elle soit avec des personnes d'actives ou de réserve, l'armée est quand même une sorte de colonne vertébrale de notre nation. C'est ceux à qui on va demander, et à celles, bien entendu, à qui on va demander, un jour ou l'autre, engagez-vous, battez-vous pour notre pays. Et nous symboliserons, les uns et les autres, le symbole de résistance. On parle beaucoup de résistance, encore faut-il vraiment être résistant. Nous servons toujours. Et c'est ça qui est important. Et le fait de servir la nation, servir la communauté nationale, fait de l'officier en soi, qui en est quand même un exemple, hein, dans le bon sens du terme, un exemple qui montre, vous voyez, il y en a qui, sans rechercher un avantage particulier, servent encore la nation et qui sont prêts encore à servir. Et je crois que notre société aujourd'hui a besoin de ce sens du service. Alors le réserviste, c'est dans ce cas, hein, l'engagement, il y a différents types d'engagement dans les réserves, hein, et c'est vrai que l'engagement, que ce soit dans la police, que ce soit dans la réserve de la police, chez les pompiers, c'est un engagement citoyen au service de l'autre, dans une démarche altruiste qui a un sens fort dans cette cohésion sociale. La réserve, c'est simplement un rempart citoyen qui se met à disposition de la protection de notre pays, de nos valeurs, et qui se met à côté de nos armées pour aider nos armées, servir nos armées, suppléer nos armées. Cette réserve ressemble aujourd'hui à la nation, c'est-à-dire que notre réserve est mixte, nous avons un taux important
de filles, de femmes, qui, malgré leurs obligations, à l'instar des hommes, préfèrent s'engager pour, avec une exemplarité remarquable, montrer à leur famille qu'elles sont partenaires de cet esprit de défense, ce qui est remarquable. Et nous voyons, entre autres, dans le service de santé des armées, qui est extrêmement féminisé et tout à fait à l'image de la société. Donc, cette réserve, nous le voyons. Nous avons des jeunes, des femmes, des hommes qui uniformément décident d'avoir un deuxième engagement vertueux. Et notre rôle, c'est dans cette communauté, c'est non seulement de les défendre, puisqu'il n'y a pas d'évidence partout, bien que cette peur collective qui commence à prendre le corps de notre nation commence à donner ses effets et commence à tourner vers de la réalité politique, puisque maintenant nous savons bien que cette manière de vivre que nous aimons et que nous voulons transmettre à nos enfants est potentiellement menacée. C'est donc une fierté. Et nous voyons actuellement véritablement une fierté à servir, une fierté à être à côté de nos camarades d'active pour défendre les valeurs de la République. C'est la raison pour laquelle, malgré l'inquiétude que l'on peut entendre ici et là, souvent à des fins politiques, il existe au sein de la société française une véritable éducation citoyenne qui ne demande qu'à se réveiller. Et notre rôle de réserviste, c'est d'expliquer ce contrat social, c'est d'expliquer que la chance que nous avons héritée de nos ancêtres, qui l'ont parfois payé très cher, qui l'ont payé de souffrance, qui l'ont payé de leur sang, nous en sommes débiteurs et que potentiellement l'histoire malheureusement resserre les plats. Et nous le voyons avec l'UNOR, qui est une association qui est née au lendemain de la Première Guerre mondiale, guerre véritablement impérialiste de notre temps que l'on pensait jetée dans l'histoire et qui refait une apparition par son côté anachronique sur le territoire européen et qui, à l'évidence, fait ressort aux mêmes peurs et aux mêmes nécessités d'engagement. C'est la raison pour laquelle UNOR est à la fois une association centenaire, dont le premier président était Henri Poincaré, président de la République et officier de réserve, a montré et continue à montrer cette pertinence, parce que dans le mauvais côté de l'humanité, dans le devoir de défendre des valeurs, malheureusement, les solutions sont toujours les mêmes et font appel à la mobilisation de la nation. Une dernière question pour conclure. Quel rôle peuvent jouer vos associations dans cette mise en avant des officiers? Alors bon, nos associations, en toute humilité, ont un rôle à la fois en avant de l'engagement, c'est-à-dire nous avons un rôle d'explication, nous avons un rôle de travail sur le lien armée sociale, nous avons une obligation pour expliquer à nos jeunes que l'armée, même si elle a une image de violence, c'est une violence légitime puisqu'elle est décidée par le vote, par la décision démocratique qui fait que cette violence légitimée par ce vote est quelque part notre violence collective et nous devons en être à la fois conscients, responsables et malheureusement acteurs. Donc nous devons expliquer des choses qui ne sont pas naturelles. La violence, la guerre est un échec véritablement de l'humanité, c'est un échec de la démocratie, c'est un échec de l'humanité simple, et nous devons expliquer que par moments nous nous trouvons devant des dangers que nous devrons défendre véritablement avec notre sang. Cet impôt du sang n'est pas naturel et véritablement quelque chose qu'il faut expliquer longuement pour simplement accepter potentiellement que l'on puisse être ensemble pour défendre ce bien collectif que sont les valeurs de la République française. Oui, et puis la nôtre est aussi dans cette logique très singulière. Alors nous aussi, évidemment, nous avons été créés, mais c'est en 1911. Alors, nos parrains, quand même, sont les maréchaux Lyotet, Joffre, ce sont des membres d'honneur de l'association, donc ça nous fait remonter dans l'histoire. C'était avant la guerre, c'est ça qui est quand même assez curieux. Voilà. C'était l'époque où effectivement il y avait un certain mise en avant des officiers et puis un certain souci, y compris de la condition militaire, parce que notre association
traite aussi de la condition militaire des officiers, et y compris quand ils sont retraités. Il y a aussi une vocation sociale qui est importante. Alors, nous avons des caractéristiques. Alors, d'abord, nous sommes très interarmés, ce qui n'est pas le cas de toutes les associations, nous devons être la seule. Nous sommes indépendants, ce qui est important aussi. Et puis, on n'a pas de distinction de statut ou d'origine dans nos membres, puisqu'il y a aussi bien les officiers sortant des grandes écoles militaires, que ce soit l'armée de l'air, la marine ou l'armée de terre, mais aussi les officiers sous contrat, qui représentent comme une grande partie des officiers qu'on a dans les armées aujourd'hui, et puis aussi les officiers sortis du rang. Donc finalement, nous sommes peut-être les plus représentatifs en termes d'associations interarmées des anciens officiers, ceux qui ont quitté la vie active, la société, l'armée d'active. On va être le lieu où tous les officiers vont se retrouver, puisque vous avez parlé finalement de la nation, vous avez parlé de la démocratie. Les officiers sont aussi des officiers citoyens, et même quand ils ont quitté le service actif. Alors nous avons été soldats citoyens à un moment donné, effectivement, avec bien sûr quelques restrictions en tant que citoyens, ne l'oublions pas quand même. Et puis après, quand on rejoint la vie civile, en quelque sorte, nous devenons des citoyens soldats, en quelque sorte, parce que finalement, on a connu les armes, mais on évolue, et on a d'ailleurs plus de liberté de parole, ce qui est le cas aussi de l'association, qui a une grande liberté de parole sur tous les sujets. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc, nous représentons une capacité, une possibilité pour des milliers d'officiers qui quittent le service actif, peut-être d'être mieux entendus, mieux accompagnés, puisque nous nous occupons aussi de la reconversion des officiers d'actif qui vont rejoindre la vie civile, outre le volet social que nous assumons largement. Donc on est bien finalement assez, je dirais, représentatif d'un besoin d'aujourd'hui. Et on revient à les échanges que nous avons eus. Quelle est la place de l'officier dans la société civile? Que ce soit un officier de réserve ou un officier d'active, on peut dire quand même que nous représentons un certain symbole de l'engagement, et que ce symbole de l'engagement, il faut qu'il puisse s'exprimer quelque part. En l'occurrence, nos associations, l'UNOR et la NOC, ce sont des associations où les officiers, quelle qu'ait été leur origine ou leur engagement, puissent retrouver finalement un cadre qui les accompagne pour être totalement présents dans la société civile d'aujourd'hui. Messieurs les présidents, je vous remercie. Merci à vous. Merci.